Bonjour Philippe Noël, Bonjour Cyril, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tout va bien? je t'entends bien. Bon, je suis ravi que tu sois parmi nous aujourd'hui, donc dans cette une des quatre parties de l'émission qui s'appelle Résilience qu'on a créée récemment. Et l'idée de résilience, c'est de parler avec des gens. Moi, je la résume en disant des gens qui ont réussi à faire quelque chose d'assez, qui paraît en tout cas hors du commun et pourtant fait par des gens sans vouloir te faire offense commun, c'est-à-dire comme toi et moi, un type normal. Et donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça pour nous, déjà en temps normal, et puis surtout en temps de crise? Est-ce qu'il y a des petites choses, des petits trucs, des petites inspirations qu'on peut choper à droite à gauche? Et peut-être pas, mais c'est pas grave. Euh, c'est ce qu'on va voir ensemble. Pour commencer, est-ce que tu peux rapidement te présenter, mais en quelques mots pour les gens qui te connaissent pas, voilà, qui t'es, ton âge où t'es, et puis à peu près ce que tu fais dans la vie, quoi. Alors j'ai 55 ans, j'ai été militaire pendant une vingtaine d'années après j'ai travaillé dans la production audiovisuelle pendant 6-7 ans et depuis 2007 je suis conférencier. D'accord. Alors, on va rembobiner un tout petit peu. En gros, je te la fais courte. T'es né en 65. 65. Voilà. Et tu as eu, et puis t'étais jeune et beau et sportif et tout ça. Et un jour, à l'armée, t'as eu un accident qui a un petit peu changé ta vie. Raconte-nous ça. Alors oui effectivement, il y a eu en réalité 4 phases de résilience. Une première en 74, une deuxième en 87, une troisième en 95 et une quatrième en 99. Donc là, tu parles de la deuxième Ouais. euh, phase de résilience. C'est un accident en véhicule. J'ai été pris entre le véhicule et entre le sol, et j'ai eu une fracture du bas de la colonne vertébrale, ce qu'on appelle un spondylolisthésis traumatique, Ouais. avec une compression radiculaire. Alors, je tiens à préciser que la moelle épinière n'a pas été touchée, Hmm. d'accord. C'est important de le préciser, de le signaler, parce que dans la thérapie que j'ai suivie pour me remettre debout, effectivement, si j'avais été touché au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de la moelle épinière, je pense que je n'aurais jamais pu me remettre debout. Ouais. Mais quand même, Donc, tu m'as expliqué que malgré ça, la plupart du temps, on s'en relève pas de ça. C'est quand même c'est un tassement, c'est un écrasement, c'est ça? c'est un écrasement, et en fin de compte, les racines nerveuses, motrices et sensitives sont écrasées. Donc effectivement, tu perds l'usage de tes jambes. D'accord. À un moment où tu es au sommet de la forme, puisque tu avais quel âge? 24 ans? 22 ans? 22, oui. Non, j'étais bien, hein. J'étais bien. Ouais, parce que tu faisais déjà beaucoup de sport, tu courais, tu faisais des marathons. Je faisais du marathon, je courais le marathon, donc je faisais de la course à pied, du parachutisme. J'avais 600 et quelques sauts à 22 ans, je faisais du triathlon, je commençais le triathlon et de l'alpinisme. Donc effectivement, j'ai un peu touché à tout, et du rugby quand j'étais jeune, mais bon, voilà, globalement, D'accord. les activités sportives que j'ai eues entre ma 14e année et ma 22e année. Alors quand ça arrive à ce moment-là, que t'as 22 ans, comment t'as réagi? Est-ce que tu t'es pris ça dans la tronche en disant ça y est, ma vie est terminée? Alors, Quel temps ça a pris d'abord, cette première phase? Alors, tu te le prends dans la tronche rapidement, et il faut réagir très vite. Ma réaction a été quasiment immédiate. Je ne rentre pas dans le détail de l'accident parce on est contraint par le temps, mais je me suis mis, j'ai utilisé une image qui est peut-être pas adaptée, mais je me suis mis en mouvement assez rapidement dans ma tête, Ouais, même très rapidement. C'est-à-dire que je me suis dit à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et en fin de compte, je me suis dit, bon, il faut que j'arrive à être bien. Donc je savais que je ne retrouverais pas l'usage de mes jambes. Mon objectif, si j'avais un objectif à l'époque, c'était de me dire, OK, il faut que je sois bien. Alors, être bien, ça ne veut pas dire être debout, courir, ça veut dire être bien, simplement. C'est-à-dire que, effectivement, on peut considérer que c'était un objectif à minima, mais c'était mon objectif. Effectivement, je ne risquais pas d'être déçu avec un objectif de ce type. oui, parce Donc, que avec j'étais. ton Voilà. caractère et ton énergie, tu aurais pu aussi dire je veux marcher dans 18 mois ou dans 3 ans, coûte que coûte, sinon ma vie est terminée. Alors, c'est une approche un peu romantique. Je suis très romantique, moi, tu sais. Une approche un peu romantique. Je Ouais. pourrais te dire maintenant que immédiatement j'ai pensé que j'allais me battre et que je serais debout X mois plus tard. Eh ben c'est pas du tout ce à quoi j'ai pensé. Je me suis dit, euh,
en fin de compte, fais en sorte qu'il t'arrive ce qu'il y a de mieux pour toi, en réalité. Mmh. Et donc, ce qu'il y a de mieux pour moi, c'était peut-être de ne plus souffrir, c'était peut-être d'avoir une vie harmonieuse en étant blessé, handicapé. Alors, qu'est-ce que tu as mis en place à ce moment-là? Quelle est, selon toi, la première chose que tu as mis en place qui t'a aidé à rebondir, si on veut dire? Alors, comment dire euh, On se replace dans le contexte de l'époque. Hein. Fin des années 80, Internet n'existe pas. On a quasiment pas d'ouvrage sur l'accompagnement, sur la psychologie, ouvrage grand public, je parle, hein, Mmh. sur la gestion du stress, la gestion de la douleur, le dépassement de soi. On a rien à disposition. Sur Internet, on ne trouve rien, évidemment. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé autour de moi. Et autour de moi, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour m'en sortir? Et donc, j'avais autour de moi des bouquins, parce que je suis comme toi, je suis un littéraire, donc j'avais pas mal de bouquins. J'avais un jeu d'échecs, j'avais des CD de musique classique et des musiques et du hard rock aussi, mais principalement du classique. Et j'avais toujours cette envie de faire du sport dans ma tête. Donc, ce sont mes 4 piliers qui m'ont permis de devenir résilient. Des livres, de la musique, un jeu d'échecs et là, tu te dis, ok. Donc, je vais détailler. ouais. Donc, avec tout ça, il faut faire preuve de créativité. Je vais te donner un exemple. Alors, en replaçant dans le contexte, effectivement, j'étais à la maison, j'avais ça autour de moi, une télévision aussi, un magnétoscope à l'époque, et surtout, j'avais beaucoup de douleurs, des douleurs qui étaient intenses. Donc, j'étais incapable de pouvoir gérer ma douleur. Je ne prenais pas de médicaments parce que j'avais peur j'avais peur d'avoir mal, en fin de compte, d'avoir des effets secondaires du médicament, d'avoir mal à l'estomac, tout simplement. Et donc, ma priorité, c'était de lutter contre la douleur, en tout cas d'atténuer la douleur. Et c'est ce que j'ai fait grâce aux échecs, à la musique, à la lecture. Alors, comment j'ai fait ça? C'est simple. J'ai mis en place d'une manière complètement empirique. Donc, je tiens à le dire maintenant, tout ce que j'ai fait à l'époque, c'était empirique. Je me suis concentré sur ce que je faisais, ce que je ne faisais pas à l'époque. Hein. Quand j'étais jeune, on ne se concentre pas plus que ça. Là, je me suis dit, tu vas te concentrer. Donc, qu'est-ce que je faisais, par exemple, en échec, sur le jeu d'échecs, avec le jeu d'échecs? Je travaillais mentalement sur des positions de maths en 2, 3 ou 4 coups. C'est-à-dire que je regardais la position de l'échiquier, des pièces sur l'échiquier, je fermais les yeux et je faisais en sorte de résoudre le problème du maths en 3 ou en 4 coups dans ma tête. Mais tu jouais contre qui? Alors, je jouais contre personne parce qu'en fin de compte, je cherchais à faire maths. Donc, je cherchais à gagner la partie en déplaçant. Tu jouais contre toi-même, en fait. Oui, en quelque sorte. Mais ça me demandait de mettre en œuvre d'énormes capacités de concentration. D'accord? Et donc, je me suis vite rendu compte que la douleur s'atténuait lorsque j'étais concentré sur une activité. Et là, effectivement, j'étais complètement concentré sur le jeu d'échecs. La musique, c'est pareil. La musique, j'écoutais de la musique classique. Alors, à l'époque, je n'étais pas musicien. Qu'est-ce que je faisais? Je me concentrais sur la musique. J'essayais de dissocier les pupitres d'alto, les pupitres de violon, les pupitres de violoncelle, les pupitres des cuivres, les percussions. Et je concentrais toute mon attention sur les pupitres. Donc, ça me permettait de faire un vide complet autour de moi et d'être hyper focalisé sur le jeu des premiers violons, par exemple. Pourquoi je faisais ça? Parce qu'à chaque fois que je faisais ces exercices, qui duraient longtemps, j'atténuais fortement ma douleur. Donc, tu as commencé empiriquement à constater qu'en pensant à autre chose, tu avais moins mal, pour résumer. Exactement, exactement. Pour moi, c'était de la concentration. J'étais dans une phase de concentration extrême parce que je pouvais rester entre 4 et 6 heures concentré sur un problème d'échec. Alors j'étais après, en mesure de pouvoir. d'accord.
Pour reboucler, alors pour continuer un tout petit peu, comment t'es passé donc des échecs, de la musique à la course? Parce que là, il y a un gap quand on se dit, t'as dit tout à l'heure, c'est passé inaperçu, mais moi je l'ai entendu, tu pensais que tu marcherais plus. Donc à quel moment tu t'es dit, bah non, finalement, je vais peut-être remarcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais essayer de le faire rapidement, hein. D'abord, j'avais la sensation, j'avais des sensations au niveau des membres inférieurs, mais des sensations qui étaient extrêmement fines. Et à chaque fois que j'en parlais aux médecins ou aux chirurgiens, ils me disaient que c'était le syndrome du membre fantôme et que c'était mon cerveau qui me jouait des tours, tout simplement. Bon, okay. Et à chaque fois que je disais je ressens quelque chose, on me dit non, c'est ton cerveau qui te joue des tours. Mais je constatais qu'en faisant baisser le seuil de douleur, j'arrivais à avoir une meilleure perception de mon corps. Je me mettais dans une situation où j'étais beaucoup plus à l'écoute de mon corps, très centré sur mon corps. Donc, les infimes mouvements qu'avait mon corps, je les ressentais au plus profond. Et donc, ce que je ressentais dans mes jambes, j'étais persuadé de le ressentir. Jusqu'au jour où, suite à une mauvaise manip, je me suis fait tomber un trépan sur le pied. Alors, le trépan, je te l'ai apporté parce que c'est quand même quelque chose d'assez... Un trépan, c'est ça. D'accord, ça fait une petite dizaine de kilos. D'accord, il est tombé de l'étagère sur mon pied. Même pas mal, j'ai envie de dire. Tu sentais rien. Même pas mal. Donc pied cassé, d'accord. Mais en fin de compte, je n'ai pas vu tomber le trépan. Donc c'est-à-dire que je l'ai pas vu en train de tomber sur mon pied. Et j'ai senti une décharge dans le pied. Donc j'en ai parlé au médecin, il m'a dit non, quoi qu'il en soit, encore une fois, c'est le syndrome du membre fantôme. Je lui ai dit non, c'est pas le syndrome du membre fantôme, c'est pas possible. C'est pas possible parce que je ne l'ai pas vu tomber. D'accord. Et donc là je vais te dire qu'il y a un point qui est extrêmement important à ce moment-là, c'est que je suis allé voir un autre médecin qui est le docteur Pistor. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est l'inventeur de la mésothérapie. De la quoi, pardon? De la mésothérapie. Mésothérapie. Et l'injection de vitamine B12, de vasodilatateurs entre le derme et l'épiderme. Voilà. Donc c'est une multitude de petites injections de médicaments autour de la zone douloureuse. Okay. D'accord. Donc un copain marathonien m'avait dit va le voir, ça va te faire du bien, comme tu as des douleurs, il faut vraiment que tu ailles le voir. Donc je suis allé le voir et le docteur Pistor a regardé mes clichés et il me dit ok, d'accord. Je lui dis j'ai très mal, il faut faire quelque chose pour moi. Il me dit non, je ferai rien pour vous. Si comment ça vous ferez rien pour moi? Il me dit non, je ferai absolument rien parce que je m'occuperai de vous quand vous serez debout. Ah oui. Ok. Donc là je lui ai dit mais vous n'avez pas le droit. Et il me dit qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez porter plainte? Ça ne me pose pas de problème. Il m'a dit vous revenez quand vous serez debout. D'accord. Donc je suis parti, j'étais furax. Je suis rentré à la maison. Et quelques mois plus tard, j'étais debout. Et je suis allé le voir parce que j'avais encore mal. Et quand il m'a vu arriver, il m'a dit vous voyez, il suffisait de vous le dire. Oui. Et il m'a soigné gratuitement pendant 1 an. D'accord, mais heureusement, ça se trouve, si tu l'avais pas rencontré, tu serais pas debout. Alors, c'est ce qu'on appelle les tuteurs de résilience. Les personnes qui ont joué un rôle prépondérant dans ta guérison. Et dans ta guérison, dans ta résilience. Il y avait aussi, j'ai lu ça quelque part et puis on a un peu parlé, mais cette histoire des Jeux Olympiques de Séoul où tu commençais à t'imaginer finalement faire le marathon en même temps que les autres. C'est un truc de fou. Alors, ça. Voilà, effectivement. Donc, j'ai fait baisser mon seuil de douleur, d'accord. En faisant baisser mon seuil de douleur, j'ai pu continuer à me concentrer et commencer à faire de la méditation. Donc, j'ai appris 20 ans plus tard que ce que j'avais fait naturellement et empiriquement, c'était le training autogène de Schultz. D'accord. Et c'est de la méditation de pleine conscience. Mais bon, à l'époque, j'avais pas mis de nom sur ces activités. Et donc, en faisant baisser le seuil de la douleur, j'ai pu commencer à travailler sur le mental et à faire de la visualisation mentale. Parce que ce qu'il faut savoir, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le cerveau ne fait pas la différence entre un geste physique que tu vas exécuter et le même geste que tu vas imaginer. D'accord, si tu le dis. D'accord. Ouais. Donc, ce que je faisais, c'était que il fallait que je fasse du sport. D'accord. Donc, je vais t'expliquer ce que je faisais. J'avais un stylo, d'accord, et je me mettais dans une situation où j'étais
concentré sur ce que je faisais, d'accord? Et je faisais dans ma tête le parcours que je faisais habituellement dans le parc du château de Fontainebleau. Donc je fermais les yeux, je savais que je partais à gauche, donc je tape sur ma main, je donne le tempo de ma course, d'accord? Je savais que j'avais à peu près à faire une vingtaine de mètres en partant à gauche. Après, j'avais un petit raidillon, d'accord? Et à chaque fois que je visualisais cette course, qui faisait à peu près 7 km, d'accord? Je tapais le tempo, non pas sur ma main, mais sur ma jambe. Et je me suis rendu compte que j'avais sensiblement les mêmes sensations que lorsque je courais. Je considère que j'arrivais à libérer de la dopamine simplement en travaillant sur le mental et en faisant cette visualisation mentale. J'ai fait des centaines de kilomètres dans ma tête. J'ai fait des milliers de kilomètres dans ma tête, en réalité. Mais en temps réel, c'est-à-dire que tu faisais vraiment la course, elle durait le temps de ta course. Je faisais la course en temps réel. Le circuit, je le connaissais par cœur. Donc c'était facile pour moi. C'est extrêmement simple. Et les Jeux Olympiques dont tu parles, ça c'est un moment extraordinaire de Jeux Olympiques de 88. C'est un Italien qui avait gagné en 2h10, je crois, le marathon. Ce marathon, je l'ai visionné quasiment 200 fois. Et donc, ce que je faisais, c'est ce qu'on appelle maintenant la visualisation motrice. Je m'imaginais en train de courir avec lui, à côté d'eux, d'accord? Et toujours avec mon stylo, je tapais le tempo des pas sur ma jambe. J'ai fait ça pendant des dizaines, voire des centaines d'heures. Et j'avais, et j'ai eu les premières vraies sensations dans mes jambes. En faisant ça, en t'imaginant courir, tu as retrouvé des sensations réelles dans tes jambes, quoi. Absolument. Pourquoi? Parce que le cerveau, alors ça a duré des semaines, d'accord? En fin de compte, je considère que j'ai non pas trompé le cerveau, mais je l'ai accompagné. Je l'ai accompagné sur la création de nouveaux itinéraires, de nouvelles autoroutes neuronales, en quelque sorte. Question à mi-parcours de néophyte, mais si jamais tu n'avais pas fait tout ça, est-ce qu'on peut savoir si ce serait revenu quand même, normalement, même si tu faisais pas toutes tes magies? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Je sais pas. On peut pas savoir. Je pense que je prenais beaucoup de poids à l'époque, donc plus je prenais du poids, plus j'avais des difficultés. Sincèrement, je pense pas. Ouais. Je pense pas. Bon alors attends, on continue l'histoire de fou là. Donc à un moment, donc tu commences à sentir des sensations dans ta jambe et à un moment tu te dis je marche, ça y est, je marche et puis je marche, puis je cours et puis je fais un Ironman. J'essaie de. Voilà, ok. Donc si on doit tenir dans les 36 minutes, on va rester on va rester là-dessus. Oui, absolument. Alors j'ai repris le sport. Je faisais 2h26 au marathon avant l'accident. Après l'accident, je faisais 4h12 au marathon. Oui, mais quand même, c'est un truc de fou, quoi. De passer de je marcherai plus jamais à je fais déjà, je m'inscris à un marathon. C'est un truc de fou, ça. Oui, mais il faut tester. En fin de compte, ce que j'avais fait empiriquement pendant des mois, il fallait que j'expérimente en réel, justement, cette entre guillemets, cette méthode de programmation mentale sur laquelle j'ai travaillé pendant des mois, voire des années d'ailleurs, des années. Donc j'ai commencé à faire des triathlons, mais j'étais tellement content de reprendre le sport que le côté mental, je m'en suis pas du tout occupé. Je pensais que j'avais fait le plus dur, donc il suffisait que je me remette à courir. Et là, ça a été l'erreur. Donc je me suis préparé physiquement, mais pas mentalement. Donc je me suis cassé la figure. J'ai abandonné sur des triathlons, j'ai abandonné sur des 10 km. Et à un moment, je me suis dit, ok, je me remets dans un process de programmation mentale et je me prépare pour une grosse épreuve. Alors pourquoi une grosse épreuve? Tu vas me dire pourquoi un double DK Ironman? Effectivement, un Ironman, ça dure un jour, ça dure une dizaine d'heures. Ok? Qu'est-ce que j'aurais pu expérimenter en une dizaine d'heures? Absolument rien. D'accord? Parce que si j'avais eu mal à la 7e heure, j'aurais tenu jusqu'à la 14e heure. Bah oui, bien sûr. Non mais oui. Non, mais oui, non, mais bien sûr. Pour quelqu'un qui fait ça, oui, j'imagine. Sur un triathlon qui va durer 30 jours, si tu as mal le premier jour, tu te dis j'ai encore 29 jours à gérer. C'est ça. Donc là, il faut gérer tes émotions. Donc toutes les émotions que j'ai eues pendant ce triathlon, il a fallu les gérer. Et en plus de toutes ces émotions négatives que j'ai eues, d'accord,
il a fallu que je gère aussi la douleur, le stress, la fatigue. Donc, quoi de mieux qu'un ultra triathlon pour expérimenter in situ le pouvoir de cette programmation mentale. Ouais, parce que ça avait un petit côté, laboratoire de toi-même. C'est pas juste un exploit sportif. Là, tu commençais à bosser en fait. C'est un laboratoire. Et sur la vidéo de présentation que j'ai postée dernièrement, je présente la cartographie mentale de ma résilience. Il y a 463 items. C'est-à-dire pour reprendre une activité sportive telle qu'un double DK Ironman, il y a 463 éléments constitutifs. C'est-à-dire qu'il y a rien, il y a absolument rien qui est laissé au hasard, absolument rien qui est laissé au hasard. Ouais, Rien. c'est ça. C'est pour expliquer aux gens qui connaissent déjà peut-être pas ce que c'est qu'un double DK Ironman et qui ne voient pas ce que sont ces 400 trucs constitutifs. Alors, moi j'ai eu la chance que tu me montres de loin cette cartographie, c'est assez impressionnant où on voit en fait, tu as fait le trajet depuis ta première prise de décision en fait, il y a Absolument. 30 ans jusqu'à aujourd'hui, pour essayer d'en faire une espèce de modèle éventuellement partageable à d'autres pour savoir comment on décide et comment on sort de ça. Exactement. C'est le point de départ, c'est l'accident, et la résolution, c'est je suis debout. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Quelles sont les interactions? Parce que je pourrais très bien dire, ok, j'ai travaillé sur le mental et X mois plus tard, j'étais debout. C'est ce que je disais avant. Avant, quand on me demandait ce que je faisais, comment je m'en étais sorti, j'expliquais, allez, en 15 secondes, j'avais expliqué la situation. J'étais handicapé, je me suis programmé mentalement, je me suis mis debout. Et là, on disait, il est super fort, c'est un surhomme. Mais pas du tout. Mais pas du tout. En réalité, c'est un travail qui est extrêmement long, extrêmement fastidieux, mais c'est un travail qui fait appel à des ressources très importantes de créativité. Et vraiment, j'insiste sur la créativité, parce que la créativité, elle est au centre de ma résilience. Et d'ailleurs, les échecs, je continue d'y jouer. La musique, j'étais pas musicien, j'ai joué du violon dans un orchestre pendant 7 ans. Maintenant, je fais de la musique électronique. En fin de compte, les 4 piliers de ma résilience ont été parfaitement intégrés dans ma vie. Et cette cartographie mentale m'a permis d'avoir une compréhension complète de comment j'ai fait pour m'en sortir. Maintenant, je suis en mesure de pouvoir l'expliquer avec une granularité extrêmement fine. Alors attends, revenons parce que moi ça me fascine. Revenons au double DK. Moi, je dois admettre que j'ai découvert l'existence d'un double DK triathlon avec ton existence. Hein. Ça va ensemble. Je savais pas qu'on pouvait faire 20 triathlons d'un coup in a row. Comment c'est venu? Pourquoi 20 d'abord? C'est quoi l'histoire? Alors, il y a une anecdote, j'ai une anecdote à te raconter. En fin de compte, avec ma femme, on s'était mis d'accord pour faire 10, un DK Ironman. C'était pas mal. Ouais, c'est déjà un chouette loisir. C'était un chouette loisir. Et effectivement, je me préparais pour ça. Et un jour, ma femme rentre et puis elle me dit, voilà, j'ai lu un article, il y a un gars qui actuellement est en train de faire 12 fois l'Ironman. On s'est dit, ok, 12 fois l'Ironman. Alors, soit on fait 13, ça fait un peu cheap. Ouais, t'as raison. Soit on fait 15, c'est pas bon. On va faire un double DK. D'accord. Et là, en fin de compte, pendant 3 mois, la préparation mentale a duré 3 mois. D'accord. Alors, pour te dire la vérité des prix, pendant l'année de préparation du double DK Ironman, j'ai dû aller 2 fois à la piscine. Alors qu'il faut courir combien? Il fallait faire 76 km de natation. Parce que la piscine, ça me gave. Donc Mec, ça le gave, 76 bornes de triathlon. Ouais, moi, ça me saoule. Le vélo, j'ai roulé, la course à pied, j'ai couru. Mais en fin de compte, comme j'avais quand même des douleurs, je pouvais pas aller très loin dans la qualité de mon entraînement. Ouais, d'accord. Donc, tu as tout misé sur le jour de te préparer mentalement, quitte à être un peu cheap physiquement pour y arriver quoi qu'il arrive, mais le jour de truc, quoi. Pour moi, c'est 70% de mental, 30% de physique. D'accord. Parce que, oui, il y a combien en vélo? Genre 3600 km, c'est ça? Et 700 bornes de vélo? Il y a un Tour de France en vélo. Un Tour de France, oui. Tour de France en vélo, ok. Tout ça avec ta femme en soutien. Tu étais soutenu par ton épouse quand même, ça aide. Alors, j'étais soutenu par mon épouse. Sans elle, je pense que je ne l'aurais pas fait, évidemment. J'étais soutenu par mon beau-père qui, à l'époque, avait 70 ans, qui était invalide à 80% et qui m'a fait des massages pendant 30 jours. J'ai été soutenu par un tas d'amis qui m'ont accompagné en vélo, qui m'ont accompagné en course à pied.
Ça a été un grand moment. Moi qui ai travaillé tout seul sur ma remise en mouvement, ce triathlon a été un moment particulier puisque c'était une réussite en commun. Hmm. Et C'est- alors, un truc que tu peux nous dire aussi, c'est que après, il t'est arrivé une bêtise encore là récemment, c'est que tu as le genou plus ou moins embêté, non? Alors, en sortant le chien, en Ah oui, sortant le chien, c'est moins héroïque que ah, là, effectivement, on est moins dans le storytelling quand même, et moins dans le pathos. Donc, je sors le chien, je descends une marche et mon genou droit lâche. Et là, ce qui est embêtant donc dans cette histoire, c'est que non seulement tu peux plus courir, mais comme tu nous l'as dit, toi, ta créativité, elle était vachement liée à la course. Alors, C'est-à-dire que tes meilleures exactement. idées venaient quand tu courais. Et quand on t'a dit, là, monsieur, là, vous allez plus courir, faut arrêter, c'est quasiment un pan de ta vie intellectuelle qui disparaissait, quoi. Alors, il y a le plan physique parce que je courais à peu près 5000 km par an. Oui, normal, oui. D'accord. Et cette course à pied me permettait de me mettre quasiment dans ce qu'on appelle une position méta, c'est-à-dire de faire le vide complètement pendant cet entraînement, d'accord, et en fin de compte, tu as un flux d'idées qui te viennent, et dans ce flux d'idées, tu prends les meilleures idées. Hmm. C'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Mes meilleures idées, je les ai eues en courant. Donc le jour où on me dit tu ne courras plus parce que tu as 55 ans, parce que pendant des années tu as des dizaines de milliers de kilomètres d'impact sur tes genoux et les genoux ont lâché, c'est pas le dos qui a lâché, le dos il n'a pas lâché, Hmm. ce sont le genou qui a lâché. Et donc là tu te dis ok, tu es reparti dans une phase de résilience. Hmm. Et ce qui est important de mentionner, c'est que dans la résilience, il y a une phase de résistance quand tu as le traumatisme, que tu as le choc. Après, tu as une phase d'endurance, d'accord, pour aller au bout de ta résilience, d'accord. Et après, il y a ce que moi j'appelle la phase de récupération active. C'est-à-dire entre deux phases, entre deux traumatismes, tu as cette phase de récupération active qui te permet de te remettre en mouvement très vite quand il t'arrive un autre traumatisme. Hmm. Et les 4 traumatismes que j'ai eus, le cinquième, c'est en 2018 avec mon genou, avec l'arrêt obligatoire de la course à pied. Et ben, pourquoi j'ai rebondi à chaque fois, pourquoi je suis entré en phase de résilience à chaque fois immédiatement, c'est parce que j'étais en récupération active. À aucun moment, je n'ai abandonné ma créativité, à aucun moment, je n'ai abandonné le mode de fonctionnement qui faisait que j'étais debout. Hmm. Et bah là, il a fallu s'organiser, tout simplement. Il a fallu que je trouve quelque chose pour continuer à faire du sport. Et je l'ai trouvé alors tu vas certainement rigoler. Je fais du vélo sur un home trainer qui est extrêmement réaliste, qui est connecté à Internet, et je fais des courses en ligne. Donc C'est Swiss, ça. Ouais. c'est ça, Hmm. avec le home trainer, c'est un TACX, d'accord. Donc j'ai commencé à travailler avec ce home trainer, mais je n'arrivais pas à retrouver les sensations en fin de compte. J'arrivais pas à libérer la dopamine et la sérotonine qui me permettait d'être bien, d'accord, et qui était, je pense, l'engrais de ma créativité. Hmm. Donc j'ai acheté un rameur, je me suis mis au rameur. Là, ça marche pas. Le rameur, ça marche pas. Le vélo elliptique, ça marche pas non plus. D'accord. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, OK, il faut que je m'immerge. Tout comme j'étais immergé quand je faisais de la course à pied, il faut que je m'immerge dans la pratique du vélo sur home trainer. Donc, en fin de compte, je fais des séquences de home trainer avec un casque de réalité virtuelle. Alors, c'est des séquences qui sont courtes, qui font entre 30 et 45 minutes, mais je suis dans un environnement complètement virtuel. Et là, je retrouve quasiment les mêmes sensations que celles que j'avais en course à pied, lorsque je courais vraiment dans le parc de Bagatelle. Ce qui est hallucinant quand j'écoute ça, c'est qu'en fait, c'est comme un voyage en 3 étapes. C'est que t'as déjà fait ça quand tu étais finalement handicapé. Tu t'es fait une réalité virtuelle en Absolument, regardant les courses des JO, en tapant sur ta main, en imaginant que tu courais les yeux fermés. Et ensuite, exactement. ça t'a permis de recourir dans le réel. Et à la fin, tu te retournes dans le virtuel et tu dis que tu as les mêmes sensations et que ça te crée la même dopamine en fait. C'est exactement ça. Je suis à la recherche de dopamine, de sérotonine, tout le temps. Et donc ça veut dire que pour le commun des mortels qui n'est pas, qui court pas 5000 bornes comme moi,
Ce qui n'est pas mon cas, moi, tu vois, je cours pas 5000 Pas bornes. encore. Un triathlon ce serait le fantasme d'une vie, déjà. Comment est-ce qu'on peut appliquer ce qui t'est arrivé, en fait? Qu'est-ce qu'on peut choper de ça? Qu'est-ce qui, tu... Alors, ce qu'on peut choper, alors, c'est mon point de vue, c'est la créativité. Hmm, Vraiment, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire qu'on a tous on a tous un potentiel créatif, tous. ouais. Alors, il faut le trouver. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est pas obligatoirement la musique. Ça peut être le macramé. Ça peut être la peinture. Ça peut être les dioramas, la maquette. Ça peut être plein de choses. Mais trouver quelque chose qui met en œuvre la créativité. Ouais. Et moi, quand on me pose la question, je fais toujours la même réponse, c'est-à-dire que ce qui m'a sauvé, c'est la créativité. Et mon carburant depuis 30 ans, c'est la créativité. Je n'ai pas passé une seule journée sans être créatif. Je n'ai pas passé une seule journée sans être créatif. Je Hmm. suis créatif tout le temps. Ça veut dire que pour quelqu'un qui est un peu en phase de trauma et tout ça, et qui se sent pas forcément créatif, là, c'est compliqué. Alors, je suis pas thérapeute, Ouais. j'ai pas de conseils à donner. Après, il y a de l'accompagnement qui est possible, hein. Hmm. C'est-à-dire que moi, la phase que j'ai gérée tout seul, c'est la phase de douleur. J'ai géré tout seul. J'aurais pu être accompagné. Donc, quelqu'un qui a subi un traumatisme, le conseil que j'aurais eu donné, c'est d'avant tout d'être accompagné, Hmm. effectivement, et après, par un professionnel, et après, avec l'aide de ce professionnel, de réfléchir sur son potentiel créatif. Parce que Ouais. C'est-à-dire pour que moi, plutôt que de te mettre la tête contre les murs en disant il y a 30 ans, je vais marcher à tout prix, je vais marcher à tout prix, je vais marcher à tout prix et d'en faire une obsession, tu l'as décalé sur créer quelque chose, imaginer des formes, imaginer des choses, ça détourne de l'objectif et finalement c'est comme ça que tu l'atteins. c'est ça. En fin de compte, tu fais travailler à 100% ton néocortex. Je ne vais pas rentrer Hmm. dans le détail, mais en fin de compte, tu as le cerveau limbique qui gère les émotions et qui, lorsqu'il est sur des émotions négatives, eh ben, il court-circuite le néocortex. Ouais. Donc, en fin de compte, ta créativité, à partir du moment où tu as à partir du moment où tu es dans une posture négative, d'accord, tu peux pas être en phase de créativité. La Hmm. créativité, tu l'as quand tu es complètement libéré de cette charge négative. Mais Tu te ce qui est libères de aussi, cette charge ouais. négative. Là, tu Ce qui est intéressant aussi, j'essaie de ramener ça aussi au monde de l'entreprise comme exemple, c'est que quand tu as fait ton objectif au départ, quand tu t'es dit je vais pas marcher, mais je vais être bien, oui, l'objectif c'était je veux être bien, qui est un objectif finalement plus doux et vaste que je dois oui. marcher sur cet escalier. Il est large, oui. Ouais, il est très large, mais du coup, c'est pour une Absolument. boîte, je me mets à la place, c'est un peu pareil. C'est plutôt que de se dire, il faut que je maintienne absolument 15% de machin, je sais pas quoi. Peut-être d'essayer d'être bien, de se mettre en position d'être bien dans la période la pire, en faisant quelque chose qui fait du bien. Donc peut-être de réinventer un service, une façon de faire, j'en sais rien. Eh ben, je te dirais que peut-être qu'il faut faire preuve de créativité. Ouais, c'est ça, mais ouais. Je te prends l'exemple. Moi, je suis un créatif, donc je vais te prendre l'exemple de Walt Disney, hein. Walt Disney, il a explosé juste après la Grande Dépression aux États-Unis. Mm. Euh, et il a fait preuve de quoi, Walt Disney? Il a fait preuve de créativité. Mm. Apple, après la bulle Internet, la bulle spéculative des débuts des années 2000, a explosé parce qu'il a fait preuve de créativité. Mm. Par contre, les entreprises, je ne suis pas entrepreneur, hein, je ne suis pas économiste, hein, je ne suis pas du tout du niveau de ceux qui étaient là avant moi, Non, non, moi non plus. mais je reste fondamentalement persuadé que c'est la créativité qui est la clé. Mm. C'est mon point de vue. Et d'ailleurs, on va malheureusement pas tarder, et c'est dommage parce qu'on n'a pas évoqué toutes tes motivations, notamment ton premier traumatisme, donc la perte de ton père et tout ça, qui, je sais, a été très important dans ta construction. Mais il y a aussi un autre truc que tu m'as dit quand on a discuté qui m'a halluciné, quand tu m'as parlé de le handisport. Oui, C'est-à-dire que dans les années 80, quand ton truc est arrivé, il n'y avait pas de handisport. le handisport a Ouais, véritablement été créé au début des années 90. ouais, c'était balbutiant, quoi. Oui. Et tu penses, et tu me l'as Alors, dit, que s'il y avait eu ça, tu serais peut-être pas remonté debout, tu serais devenu professionnel du handisport plutôt. eh ben, c'est en faisant cette cartographie mentale que je me suis rendu compte que j'avais un plan B.
Et que ce plan B, c'était effectivement si à l'époque il y avait, si le handisport était à l'époque au même niveau que le handisport est maintenant, j'aurais peut-être me serais peut-être plutôt orienté sur une carrière entre guillemets une activité handisport, peut-être. Ouais. Et peut-être j'aurais pas mis les ressources que j'ai pu mettre en œuvre pour reprendre une vie normale. Je sais pas, je suis incapable de te le dire, mais effectivement, s'il y avait eu le handisport, je pense que je me serais éclaté dans le handisport, certainement. Ce qui est dingue sur la puissance du cerveau, donc c'est le choix que tu as fait aussi. Le cerveau, je suis pas scientifique, moi je suis un littéraire pur souche comme toi. Je m'intéresse aux neurosciences, je me considère pas comme un neuroscientifique, pas du tout. Mais le cerveau, tu peux le programmer. Et là, effectivement, en programmant ton cerveau, tu es capable de faire des choses qui peuvent paraître irréalistes ou irréalisables ou insoupçonnées. Et donc pour finir, on peut peut-être finalement expliquer, ça veut dire quoi résilience pour toi? C'est quoi la résilience? Parce qu'on entend ce mot partout, y compris chez nous, c'est le nom de la rubrique, mais en quoi Alors, comment on se résilie? Ah bah non, c'est pas comme ça, alors c'est pas résilier. Cyrulnik dit que c'est la capacité à vivre, à réussir et à développer, même dans l'adversité, à se développer dans l'adversité. C'est aussi rebondir. C'est aussi rebondir et alors, c'est rebondir, mais c'est pas rebondir au même endroit. Je vais prendre l'exemple d'un élastique, d'accord? L'élastique, tu vas tirer dessus et au bout d'un moment, bon, il va reprendre sa forme normale. Tu vas tirer dessus. À un moment, il va claquer l'élastique. Pourquoi? Parce qu'il est toujours dans la même position. Ok? Le résilient, il faut qu'il soit résilient et il faut qu'une fois qu'il soit sorti de ce traumatisme, ok, il fasse un pas de côté. Il faut qu'il continue à avancer. Si tu reviens dans la même position que celle que ta position initiale, là, ça va être compliqué. Parce qu'effectivement, tu risques Donc il y a une transformation dans la résilience. Il y a obligatoirement une transformation dans la résilience. Tu n'es plus le même. À partir du moment où tu es résilient, tu as tourné une page, tu n'es plus le même. Eh ben écoute, Philippe, c'est sur cette belle phrase que nous allons nous quitter. Ça mériterait évidemment 4 heures pour entendre toute ton histoire, mais ça, les gens le verront dans ton livre que tu sortiras sans doute l'année prochaine. Absolument. En 2021. Moi, j'ai hâte de le lire, comprendre aussi la dimension psychologique. Je suis navré, on l'a pas abordé, mais en 35 minutes, il a fallu faire des choix, mais qui m'intéresse évidemment beaucoup aussi, de tous les drames qu'on traverse tous dans ces cas-là. Mais c'était passionnant, j'étais ravi de te rencontrer et j'espère qu'on se recroisera. Merci à toi, Philippe. Ravi également. Merci beaucoup.